Chaque soir, pour des milliers de gens, une fenêtre de discussion s'ouvre comme un refuge. Un endroit où l'anonymat donne le courage de partager ses peines, ses doutes, sa solitude. Une simple échappatoire à un monde réel devenu trop lourd à porter. Mais pour certains, derrière un message de réconfort se cache en réalité une invitation vers la mort. Car dans l'ombre de ces forums, des prédateurs ne sont pas là pour vous consoler, ils sont bien là pour vous chasser. Qui sont ces psychopathes capables d'utiliser la détresse comme appât? Quelles techniques utilisent-ils pour approcher leurs victimes? Bienvenue dans le monde des tueurs des chatrooms, où chaque ligne écrite peut être la dernière. Depuis l'aube des forums, Internet a offert un refuge aux âmes égarées. Des lieux où on peut parler librement, sans jugement. Des espaces où la solitude trouve enfin un écho. Dans ces espaces, certains utilisateurs ne viennent pas chercher une issue, mais une fin. Ils parlent de leur mort alors comme d'un projet. Au début des années 2000, un phénomène aussi fascinant que macabre émerge au Japon. Les pactes de suicide en ligne. Sur des forums anonymes, des inconnus se donnent alors rendez-vous pour organiser leur propre fin. Loin d'être des lieux qui glorifient la mort, ces sites sont le plus souvent des puits de détresse absolue où des jeunes gens, écrasés par la pression sociale, le harcèlement ou la solitude, viennent crier leur souffrance. Ils s'échangent alors des conseils sur les méthodes et cherchent des partenaires pour ne pas avoir à affronter seul l'ultime étape. Le suicide en groupe, facilité par Internet, devient alors une nouvelle tendance dans un pays déjà confronté à des taux de suicide records, dépassant les 30 000 par an. Les psychologues parlent de contagion émotionnelle. C'est dans ce contexte que l'histoire de l'une des victimes commence. Une jeune femme de 25 ans qui vit à Osaka se sent seule et complètement perdue. Elle passe ses soirées à errer sur ses forums avec l'espoir de trouver un peu de réconfort en partageant sa douleur. Un soir de février 2005, elle poste un message. « Je n'en peux plus, quelqu'un veut parler. » Ce sera alors son dernier. Un utilisateur la contacte en privé et dit « Tu n'es plus seule, viens me rejoindre. » Elle ne sait pas encore, mais elle vient de fixer un rendez-vous non pas avec un compagnon d'infortune, mais avec un monstre. La spirale du désespoir se met lentement en place. Dans la nuit des forums japonais, un nom va bientôt hanter les fils de discussion. Un nom ordinaire caché derrière un pseudo banal. Hiroshi Mae. Né en 1968, rien ne le distingue d'un japonais moyen. Un visage discret, un emploi stable, une existence sans éclat. Il est tout le contraire de l'âme sœur tourmentée qu'il prétend être en lui. Mae est un homme avec un lourd passé judiciaire et surtout un secret inavouable. Depuis son plus jeune âge, il souffre d'un trouble psychosexuel rare et violent. Il n'atteint l'excitation qu'en étranglant quelqu'un. Son parcours est une succession d'alertes qui ont toutes été ignorées. En 1988, étudiant, il tente d'étrangler un camarade et se fait renvoyer de son université. Pour voir ce que ça fait, dira-t-il. En 1995, il agresse un collègue et est arrêté. En 2001, il est de nouveau interpellé pour avoir tenté d'étrangler 2 femmes. Et il est condamné à 1 an de prison. Mais il sort plutôt pour bonne conduite. À peine dehors, il va récidiver en 2002 sur un jeune collégien, ce qui lui vaudra cette fois-ci presque 2 ans de prison ferme. Libéré en 2004, Hiroshi Mae a compris quelque chose de terrifiant. Ses tentatives précédentes ont échoué parce que ses victimes ont pu témoigner contre lui. Il réalise alors qu'il a besoin de victimes qui ne pourront jamais parler. Des victimes en quelque sorte consentantes. Ayant atteint l'âge adulte, il a l'idée de transformer cette pulsion en une méthode implacable. C'est là que les forums de suicide deviennent son terrain de chasse idéal. Ces espaces sont pleins de personnes vulnérables, isolées et qui ne seront pas immédiatement recherchées si elles disparaissent. Il a enfin trouvé le moyen parfait de satisfaire ses pulsions sans laisser de témoins et sans risque. Il se met alors à scruter les forums de suicide, repère les messages les plus désespérés, puis répond avec douceur. Entre 2005 et 2006, au moins 3 morts confirmées porteront sa signature. Chaque monstre a un premier pas, une première fois, un moment où la pensée devient acte. Il a passé des semaines à parler avec elle. Il lui propose alors maintenant de se rencontrer. Pour partir ensemble, dira-t-il. Elle accepte. Le 19 février 2005, la jeune femme d'Osaka rencontre donc Hiroshi Mae. Elle monte dans sa voiture croyant se diriger vers la fin de ses souffrances. Le scénario qu'il lui a décrit se met en place. Mais au lieu d'allumer le réchaud à charbon, comme ils en avaient longuement parlé, Mae se jette sur elle
et l'étrangle de ses propres mains. Il assouvit enfin sa pulsion, filme la scène pour son plus grand plaisir personnel, puis se dirige dans un endroit isolé de tout et abandonne son corps dans la montagne. Après cette nuit, Hiroshi Mae retourne chez lui, se connecte de nouveau au forum, comme si rien ne s'était passé. Il relit des messages de détresse qu'il a reçus et le cycle peut enfin recommencer. Et elle n'était que la première. C'est là que son point de rupture devient clair, car en seulement 4 mois, Mae va répéter ce mode opératoire. Sa victime suivante sera un étudiant de 21 ans, qu'il attire en juin 2005 avec la même promesse de pacte. Puis il s'en prend à un adolescent de 14 ans, approché exactement de la même manière. Assouvir ce trouble psychosexuel parophile a conduit à la mort de 3 personnes, 3 vies brisées, 3 familles plongées dans une incompréhension totale. D'ailleurs, les policiers retrouveront plus tard dans son ordinateur des centaines de messages sauvegardés ainsi que des vidéos et des photos de ses victimes, qu'il aimait revoir tranquillement chez lui, allongé dans son canapé, comme on regarde un film de vacances. Chaque conversation était notée, datée, archivée, comme s'il voulait garder une trace de ce qu'il considérait comme une œuvre, un trophée. Car dans sa tête, Hiroshi Mae ne se voyait pas comme un tueur, mais plutôt comme un guide spirituel, quelqu'un qui accompagnait ses victimes vers la fin. Ce mot « accompagner » reviendra sans cesse dans ses aveux. Mais derrière lui, les autorités commencent à remarquer un motif récurrent similaire aux tueurs en série. Des disparitions liées aux mêmes plateformes, aux mêmes conversations, les mêmes types opératoires. Et bientôt, un pseudo revient plusieurs fois. C'est là que la spirale s'inverse. Le chasseur va devenir alors la proie. Quand on tue derrière un écran, on croit être invisible. Mais sur Internet, chaque mot laisse une empreinte. Et c'est cette trace minuscule, presque imperceptible, qui va trahir Hiroshi Mae. La disparition de plusieurs personnes qui fréquentaient les mêmes forums finit par alerter la police. En recoupant les infos et en analysant les dernières communications des victimes, les enquêteurs remontent jusqu'à l'adresse IP de Mae. Le 5 août 2005, il est arrêté. Il avoue rapidement ses crimes, expliquant sa méthode sans aucun remords apparent. Lors de son procès, le juge le condamnera à la peine capitale, qualifiant ses crimes d'une brutalité telle que sa réhabilitation serait impossible. Hiroshi Mae, le meurtrier des sites de suicide, a été exécuté par pendaison le 28 juillet 2009. Un psychologue criminel de l'université Sophia soulignera: il y a une similitude entre Mae et le tueur d'enfants Tsutomu Miyazaki. Tous deux ont eu une enfance dont le père était un tyran. Il est intéressant de noter que dans le cas de Mae, son père était un ex-flic. L'histoire d'Hiroshi Mae n'a pas pris fin avec son exécution, loin de là, mais ce genre de prédateur en ligne n'est malheureusement pas un cas isolé. En effet, 12 ans plus tard, le Japon se réveille de nouveau face à une horreur familière. Un nom surgit sur les écrans, Takahiro Shiraishi. Les médias l'appelleront le tueur de Twitter. Il aura recours au même mode opératoire, mais en utilisant cette fois-ci le biais des réseaux sociaux, lui permettant de contrecarrer, du moins, un certain temps les recherches de la police. Il était surnommé le tueur de Twitter. Takahiro Shiraishi, 34 ans, vient d'être exécuté au Japon par pendaison après avoir été condamné à mort pour le meurtre de 9 personnes, dont 8 femmes, âgées de 15 à 26 ans. C'est vraiment cruel. Il a utilisé une scie pour démembrer les corps. Je suis venu pour voir la maison, qui est apparemment celle de celui qui a fait ça, parce que j'habite juste à côté. Azama, dans la préfecture de Kanagawa, entre août et octobre 2017, il va assassiner 9 personnes, dont 8 jeunes femmes, dont 3 lycéennes. Sur la plateforme de médias sociaux Twitter, Shiraishi invitait des personnes suicidaires chez lui, où il leur proposait de les aider à mourir ou de les regarder se suicider tendrement. Il promettait de mourir avec elles par la suite, mais finissait en fait par les tuer puis les démembrer. Sur place, la police découvrira des fragments humains conservés dans des glacières. Les enquêteurs le qualifieront de digne successeur de Mae. Shiraishi a simplement adapté le tueur des forums à l'ère des réseaux sociaux. Et ce phénomène n'est pas limité au Japon. C'est même un phénomène mondial. À des milliers de kilomètres de là, aux États-Unis, une autre histoire prend racine. Plus insidieuse, plus inattendue, mais encore plus horrible. Celle de Lisa Montgomery. Prenez un forum dédié à une passion a priori totalement inoffensive, l'élevage de chiens. C'est exactement le terrain de chasse qu'a choisi Lisa Marie Montgomery aux États-Unis
En 2004, sur un forum de passionnés, elle se lie d'amitié avec Bobby Jostinet, une jeune femme de 23 ans enceinte de 8 mois. Se faisant passer elle-même pour une femme enceinte, Montgomery tisse une relation de confiance avec sa vie. Chaque message échangé sur leur grossesse pour se rapprocher d'elle. Elle prend ensuite le prétexte de vouloir acheter un chiot pour organiser une rencontre chez Bobby Joe. Mais derrière le sourire de façade, une simple idée fixe. Cet enfant. Le 16 décembre 2004, une fois à l'intérieur, elle l'étreint, lui ouvre l'utérus pour voler son bébé et s'enfuit. Une femme du Kansas est devenue la première détenue fédérale à être exécutée depuis près de 70 ans. La meurtrière, condamnée Lisa Montgomery, a été mise à mort tôt mercredi matin après que la Cour suprême des États-Unis a levé une injonction qui avait temporairement suspendu l'exécution. Montgomery a été reconnue coupable du meurtre d'une femme en 2004 qui était enceinte de 8 mois à l'époque. Elle a été accusée d'enlèvement ayant entraîné la mort et était la seule femme dans le couloir de la mort. Comme à eux, Montgomery a utilisé le faux sentiment de sécurité d'une communauté en ligne pour repérer sa victime et planifier un crime d'une cruauté qui dépasse l'entendement. Ce qui lie Maheu, Shiraishi et Montgomery, c'est ce même scénario de manipulation. Les criminologues parlent aujourd'hui d'un nouveau type de tueur, le prédateur numérique émotionnel. Il n'utilise pas la force ni la peur, il utilise la détresse. Et Internet lui offre une infinité de visages possibles derrière lequel il pourra se cacher. Mais comment peut-on tomber dans des pièges aussi terribles? Et vous, que feriez-vous à leur place? Pour le comprendre, il faut décortiquer les techniques de ces prédateurs, des stratégies souvent subtiles mais redoutablement efficaces. La première étape, c'est ce qu'on pourrait appeler le repérage. Le prédateur ne choisit jamais ses victimes au hasard, il passe du temps sur les forums. Il observe, il lit les messages, il identifie les personnes les plus vulnérables, celles qui parlent de solitude, de faible estime de soi ou d'une détresse évidente. Il va les localiser et ne plus les lâcher. Ensuite vient la phase de séduction, le grooming. Le prédateur va créer un lien en se présentant comme un miroir. Il prétend partager les mêmes souffrances, les mêmes secrets. Il ne la lâche plus. La phrase « je te comprends » est une clé magique. En validant tout ce que la victime ressent, il devient son confident, la seule personne qui semble vraiment l'écouter, son ombre, juste derrière. Cette validation intense, presque un bombardement d'affection, crée une véritable dépendance émotionnelle, où plus rien n'existe que l'interlocuteur. Chaque tueur a son propre langage. Une fois la confiance bien installée, le prédateur passe à l'isolement. Il va, l'air de rien, critiquer l'entourage de la victime, sa famille, ses amis, en les décrivant comme des gens qui, de toute façon, ne peuvent pas te comprendre. Le but, devenir sa seule source de réconfort et la couper de tous ceux qui pourraient l'aider ou l'alerter. Les experts appellent cela la technique du couloir. On réduit la perception du monde à un seul chemin, un seul interlocuteur, une seule issue. Et quand la victime atteint le bout de ce couloir, il ne reste qu'une porte, celle que le manipulateur a préparée et délibérément laissée devant sa victime. Dans les forums ou sur les messageries, cela se traduit par des phrases simples. Ne parle pas à d'autres, fais-moi confiance. Enfin, vient le moment de frapper et d'offrir la proposition. Pour Maheu, c'était le pack de suicide. Pour Montgomery, la rencontre pour l'achat d'un chiot. Cette proposition est toujours présentée comme une solution logique et bienveillante. À ce stade, le jugement de la victime est souvent tellement altéré par la manipulation elle-même qu'elle ne voit plus un inconnu mais un allié, un sauveur. Le piège est refermé. Les histoires de Hiroshi Maheu et Lisa Montgomery nous rappellent une vérité dérangeante. L'anonymat qui nous protège en ligne est le même qui abrite les prédateurs. Les espaces qu'on croit sûrs peuvent être retournés contre nous par des individus avec les pires intentions du monde. Ces affaires ne sont pas juste des faits divers, ce sont des avertissements. Mais la véritable horreur, c'est que cette mécanique ne s'arrête pas à ces tueurs. Elle existe encore sous d'autres formes que vous connaissez sûrement. Harcèlement, radicalisation, exploitation émotionnelle et plus encore. Le piège reste le même. Seul le but change. Et plus la technologie avance, plus les masques sont faciles à enfiler. L'intelligence artificielle, IA, les faux profils, les deepfakes, l'illusion devient quasi parfaite. La frontière entre le réel et la fiction progressivement se dissout. Alors que faut-il retenir de tout ça? Pas qu'il faut se méfier d'Internet, mais plutôt qu'il faut apprendre à reconnaître les signaux d'alarme. Quelqu'un qui vous semble trop parfait pour être vrai, qui essaie de vous isoler de vos proches, qui vous pousse à prendre des décisions incohérentes, rapides et surtout secrètes, ça doit allumer une petite lumière rouge autour de vous.
La prudence, ce n'est pas de la paranoïa, c'est une armure. Parler à un ami ou à sa famille de ces nouvelles rencontres en ligne, ce n'est pas une trahison, c'est une protection. Et avoir un avis différent. Surtout à l'ère où l'IA est devenue l'allié des manipulateurs et des arnaqueurs en tout genre. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez est en détresse, des lignes d'écoute et des professionnels sont là 24 heures sur 24 pour vous aider de manière sécurisée et bienveillante. Partagez cette vidéo non pas pour vous faire peur, mais pour donner à vos proches les outils pour naviguer en sécurité dans ce monde numérique. Car la meilleure défense contre la manipulation est bien entendu de la comprendre. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et partager cette vidéo. Sur ce, je vous dis bonne navigation sur Internet et à bientôt.